Le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris a été le cadre de la dédicace du livre Can Puch Foot, du coup d'éclat au coup d'état, du journaliste et écrivain Alafé Ouakili, le samedi 1er juin 2024, devant un parterre d'invités comprenant entre autres des journalistes, des artistes et des universitaires. Nous ici dans le cadre d'une cérémonie de dédicace du dernier livre de M. Alafé Ouakili, qui me semble n'être plus quelqu'un à présenter. Donc ce soir, on aura un bref moment d'échange, de partage, d'expérience. Ce ne serait pas uniquement que M. Alafé qui devrait parler pour nous partager ses expériences de ses écrits, mais ce sera dans une dynamique de partage, d'expérience et aussi d'écoute. Donc ce soir, le programme il est simple. Nous sommes au consulat général de Côte d'Ivoire à Paris et on aura le mot de bienvenue comme les coutumes chez nous au village. Quand on rentre dans un village, forcément, le chef du village va pouvoir nous accueillir pour nous dire bienvenue à Kouaba, il dansait, Fokamana, tout ce que nous voudrons dans les contents que nous serons. Et juste après l'intervention, le mot de bienvenue de monsieur le consul général de Côte d'Ivoire à Paris, on va entamer la séance d'échange, de partage d'expérience autour de la thématique que nous réunissons aujourd'hui, du journalisme à l'écriture, dédicace du 4e livre de Alafé Ouakili, Can Puch Foot, du coup d'éclat au coup d'état. Donc un jeu de mots qui en dit long, et cet ouvrage qui interroge notamment la place du football dans la dynamique, notamment de construction des sociétés en termes de démocratie, en termes de bonne gouvernance. Faille que le football, qui est un moyen de démocratisation de la société, puisse être neutre dans le contexte de crise. Donc c'est dans cela que l'auteur nous amène à réfléchir. Merci infiniment, merci à tous. Je voudrais modestement, au nom de l'ensemble du personnel du consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, à mon nom personnel, vous adresser la bienvenue ici dans nos locaux. C'est nos modestes locaux, ce sont des locaux qui vont représenter au fil du temps la diversité aussi de la Côte d'Ivoire. Le hasard a voulu que la première activité de ce genre qu'on organise soit une activité qui soit liée à l'écriture, donc avec une personne que je connais depuis très longtemps dans mes fonctions antérieures, c'est Alafé Ouakili, que j'ai eu l'avantage de côtoyer même quand j'étais encore au ministère de la Communication. Donc c'est l'ensemble du personnel qui dit ici bienvenue dans nos locaux. Et on espère que par ce geste, on va continuer à donner aussi l'opportunité de la visibilité à un certain nombre d'acteurs, d'auteurs ivoiriens. Et on va poursuivre dans cette lancée avec bientôt des expositions de peinture, notamment de M. Louis Laouché, qui a été consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Martinique, qui malheureusement est décédé, dont la famille détient un important héritage des peintures qu'il a faites au fil du temps et qu'il est important aujourd'hui de mettre également à la disposition de nos compatriotes. Et nous, on a voulu aussi accueillir ici, à la demande de l'auteur, cette importante activité qui va réunir aussi la diversité de la communauté ivoirienne. Ce n'est pas un parti politique qui réunit, c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est à travers une œuvre. Et qu'est-ce qui nous lie? C'est aussi le sport. Le sport, nous venons de passer des émotions extraordinaires. De la déception jusqu'à la victoire finale avec un pays complètement uni autour du football. Et cette manifestation de cette solidarité que la Côte d'Ivoire, dont la Côte d'Ivoire a pu faire montre au fil du temps, on va encore pouvoir manifester ça ici, célébrer ça ici à Paris. Donc je voudrais dire merci également à l'auteur et à toutes les équipes qui l'accompagnent pour le choix du consulat général de Côte d'Ivoire à Paris. Et on espère qu'on sera à la hauteur de cela, que progressivement, on va organiser des activités, permettre à chacun des auteurs. Bon, d'ailleurs, l'artiste qui a fait ces œuvres, qui nous les a gratuitement offertes, et qui a demandé également depuis Abidjan de faire une exposition d'un certain nombre d'œuvres aussi dont il dispose. Donc on va également lui permettre de faire cela. Ça va être en été, on espère qu'il ne va pas pleuvoir, parce que la pluie aujourd'hui nous a beaucoup fatigués. On risque d'avoir un été qui est un peu court. Hein. On est déjà au 1er juin et puis il n'y a pas de soleil. Donc, vraiment, en tout cas, bienvenue chez vous. Et puis, nous, on reste à votre disposition. Tout ce qu'on peut faire pour permettre qu'il y ait de la visibilité positive pour la Côte d'Ivoire, on va le faire. On a eu la chance ces dernières semaines, tout le monde est passé ici.
des ministres jusqu'à des artistes. Tout le monde passe ici régulièrement aujourd'hui à Paris parce qu'on a l'avantage d'être à côté de la gare de Saint-Lazare. Donc c'est très difficile de nous éviter. Donc on va vous inviter de plus en plus à venir ici, en tout cas dans la discipline et puis dans le partage surtout. Nous, ce que moi je veux, c'est vraiment le partage, que la communauté se retrouve régulièrement. Et puis on reste à votre disposition. En tout cas, merci du choix que vous avez porté. Et puis, au nom de l'ensemble du personnel du Consulat général de Côte d'Ivoire, nous on vous dit à quoi va et puis à votre entière disposition. M. Lanta est là, M. Diakité, il y a d'autres collaborateurs qui sont là, qui ont travaillé depuis hier. Je les voyais parce qu'ils m'envoyaient les films et tout ça. Vraiment, leur dire merci. Merci à eux tous pour leur disponibilité. Ça me va vraiment au cœur. Merci infiniment du choix. Merci beaucoup. La cérémonie était placée sous le parrainage de M. Issaka Konaté, consul général de Côte d'Ivoire à Paris, et s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, dont M. Touré Mamadou, ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et M. Gbegbe Lanta, consul de Côte d'Ivoire à Paris. Excellence, Monsieur le consul de Côte d'Ivoire en France, bon, je n'ai rien préparé comme intervention. C'est vrai qu'elle a fait m'informer de cette cérémonie dédicace ici à Paris. Et je lui avais promis passer. Non seulement pour lui apporter mon soutien, mais aussi peut-être témoigner donc de la qualité et donc de ses écrits. Il est talentueux, très belle plume. On a eu l'occasion, en dehors donc du livre qui sort peut-être maintenant, il y a d'autres livres qui sont sortis, et aussi un grand professionnel donc au niveau de la presse. Je pense qu'il fait partie aujourd'hui de cette figure. Il n'y a pas longtemps, il a traité, je crois, les 20 ans donc, de l'intelligence d'Abidjan. Nous-mêmes essayons aujourd'hui de rentrer dans le milieu, mais on voit ce que cela coûte. Avoir résisté pendant 20 ans, c'est qu'il a fait pour des résiliences. Donc je vais vraiment l'encourager pour toute cette vie. Écrivain, journaliste, et puis surtout les positions courageuses qu'il a. On n'est pas toujours d'accord sur certains sujets, mais on s'appelle souvent, on discute, on débat, mais ça n'empêche pas de continuer notre fraternité. Et donc lui demander donc, de garder cette indépendance-là et sa grande contribution aussi à l'avancée de la presse donc, dans notre pays. C'est vrai que vous avez parlé de l'épisode où il a été candidat à l'UNCI, mais on sait aussi le rôle qu'il a joué après pour accompagner tous les autres candidats au président donc, à l'UNCI. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Pour le reste, je pense moi que il faut réellement, au moment où certains s'interrogent encore sur l'histoire de notre pays, c'est un débat d'actualité, puisque certains veulent savoir ce qui s'est passé. Et nous, on n'est pas neutre. Je parle dans des acteurs politiques. Et forcément, le regard sur ce qui s'est passé sera forcément un regard partisan. Donc, s'il y a côté, on peut avoir la société civile, les historiens, les journalistes, qui peuvent faire un travail documenté pour expliquer, d'abord relater ce qui s'est passé et expliquer ce qui s'est passé, peut-être que ça peut nous aider à sortir définitivement donc, de tout ce que nous avons connu. Donc voilà un peu les quelques mots que je voulais dire. En tout cas, félicitations et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Merci, monsieur. J'ai donné en septembre dernier le trophée Mireille Makeba à Alafé. Les gens m'ont reproché. J'ai dit, mais vous avez de puissants médias étrangers qui font la loi chez nous. Vous avez un jeune journaliste avec très peu de moyens sur le terrain qui donne ce que j'appelle l'information réelle, sans se laisser ni coloniser, ni intimider. Et en plus, Mireille Makeba, c'était son combat, faire de l'Afrique non seulement une sorte de Dubaï, comme nous le voyons actuellement dans les pays du Golfe, il faut faire de l'Afrique avec ses matières premières un continent qui émerge. Je le redis, on ne peut pas être assis sur tant de matières premières et être le dernier de la classe. Alors, ce qui m'a plu chez lui, c'est le fait de rester en Côte d'Ivoire et d'informer comme il le fait sur la politique ivoirienne, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit.
sans être ni pour ni contre, mais être ce que j'appelle l'homme qui observe et qui dit les choses telles qu'elles doivent être pour que l'unité nationale soit consolidée. De ce point de vue, il mérite le trophée Milan Makeba. Mais, au 18 mai dernier, on a remis le trophée Milan Makeba à un jeune que vous connaissez, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, pratiquement, n'a pas pris de fusil. Ousmane Sonko, pratiquement, n'avait que des idées. Et c'est ça, le nouveau journalisme. C'est-à-dire, nous ne voulons pas de violence. Ça suffit. Tout le temps en train de s'entretuer, pendant que les autres avancent. Donc, nous disons que Ousmane Sonko, il n'est pas là, mais il est évidemment là aussi, a fait un bel exemple. Ce qu'il fait aujourd'hui, à son âge, il pourrait être mon fils. Voilà un jeune qui prend son bâton de pèlerin, qui va voir ses aînés, qui va dans tous les pays africains, y compris où il y a eu des coups d'État. Pour dire ça suffit comme ça, je suis votre fils, trouvant ce qu'on appelle le terrain d'entente. Donc, ce livre est un bijou. Je vais le lire avec toute l'attention et tout le respect que je porte aussi bien à la paix, mais à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire. Merci, merci. La Côte d'Ivoire doit rester unie et la Côte d'Ivoire doit donner le bel exemple. C'est-à-dire que avancer dans une misère totale, quand j'ai été en septembre à Abidjan, j'ai vu comment il y a des réalisations, il y a l'enthousiasme, il y a la fraternité. Et honnêtement, je pense que nous devons nous inspirer de l'œuvre de Kodouani jusqu'à Ouattara. Nous allons nous en inspirer. Merci beaucoup. Cet ouvrage, le 4e roman du directeur du groupe de presse L'Intelligent d'Abidjan, est une fiction qui explore la politique et le sport à travers le football. Selon l'auteur, l'histoire relatée dans son œuvre est inspirée de faits réels, car la fiction a toujours ses racines dans la réalité. La fiction, comme on le dit, part toujours de la réalité. Et vous remarquerez que j'ai accepté, même si on a un pays imaginaire qui est la miroirie, j'ai accepté certaines réalités qui existent. Je n'ai pas inventé une nouvelle fédération internationale de football. La FIFA est restée, mais j'ai donné un nouveau président de la FIFA. D'ailleurs, c'était un président, un homme. La CAF, le président actuel de la CAF est un homme, c'est un Sud-Africain, mais moi, dans mon roman, c'est une femme qui est présidente. Donc, j'ai gardé la même CAF. Et c'est ça la liberté de l'écrivain, ça nous ramène justement au thème du journalisme à l'écriture. C'est vrai, comme tu as dit, que j'ai commencé l'écriture avant le journalisme, mais on peut dire aussi que tout le monde commence l'écriture avant, parce qu'à l'école, on écrit, on apprend à écrire, on fait la dictée, on nous dit de raconter des histoires, même dans la formation, on nous amène à inventer des choses, on nous apprend à écrire. Donc, il y a cette écriture-là qui est ancrée en tout le monde et tout le monde commence cela avant d'entrer dans quoi que ce soit. Donc, je me suis basé sur des réalités et sur des réflexions que je menais depuis plusieurs années sur le rapport du sport avec la politique. Et je crois un jour sur un plateau télé, lorsque les gens faisaient le débat sur les sanctions de la CEDEAO, je dis, bon, on dit les sanctions vont tuer. Bon, si les sanctions même de la CEDEAO n'arrivent pas à faire quelque chose, mais est-ce qu'on ne peut pas songer à une sanction? Je dis laquelle? Eh bien, quand il y a un coup d'État dans un pays, le pays ne peut plus jouer au football. Oui, est-ce que ça ne peut pas effrayer les gens? Je dis, tu fais un coup d'État, ton pays est exclu de toutes les compétitions sportives, football, tout. Quand j'ai dit, on dit, mais il rêve celui-là. Mais quelque temps après, il s'est trouvé qu'avec la crise en Russie, Ukraine-Russie, ce qui était inimaginable est arrivé. C'est vrai que ça n'a eu aucun effet. C'est vrai que la Russie est exclue de tout, Jeux olympiques, Coupe du monde, football, et que Poutine poursuit sa guerre. Mais est-ce que tous nos poutistes africains, ils ont la force de Poutine? Est-ce qu'ils sont capables d'assumer, d'endosser, de priver le peuple d'un exutoire, d'un opium qui paraît important? C'était ces réflexions que j'avais et je menais cela pour dire
si on a fait cela en Russie, on a sanctionné la Russie, pas pour un coup d'État, pour moins qu'un coup d'État, pour moins, parce qu'elle a agressé un pays. Elle n'a pas fait un coup d'État, mais on l'a sanctionné, interdit les Jeux Olympiques. Ils ne seront pas à Paris, ici, bientôt, les Russes. Ils ne seront pas, pendant la Coupe du Monde, ils ont été exclus de tout. Il y a eu la sanction suprême. Alors qu'on arrête de nous dire que le football et la politique ne font pas bon ménage. Quand ça les a arrangés, ils ont transgressé leurs règles. Alors pourquoi nous, on ne peut pas mettre ça dans la panoplie de nos mesures? Pourquoi l'Union africaine se contente d'exclure les régimes? On dit non, vous ne pouvez pas venir à nos réunions. La CEDEAO, on dit non, vous ne pouvez pas venir à nos réunions. Mais il faut que la CAF, qui est affiliée, ben, pendant ce temps, pendant que l'Union africaine et puis la CEDEAO font cela, les gens s'en vont aux Nations Unies. Les mêmes régimes interdits par la CEDEAO et l'Union africaine, ils peuvent aller faire leur spectacle à la tribune des Nations Unies. Bon, c'était là. Donc, il n'y avait pas de cohérence. Je me suis dit, et si on y menait le football, et les gens en connaissance de cause, ils font leur coup d'État, ils savent que tout le temps qu'il y aura une transition, l'équipe nationale du Mali, du Niger, d'abord, eux au Niger, ils ne sont pas grands dans le football, donc ça ne leur fera rien. Mais le Mali, en pleine CAN, était là. Le Burkina, ils ont failli gagner cette coupe. Ils auraient gagné, mais imaginez le traumatisme. Vous avez vu la bataille qui se faisait AES contre CEDEAO. Vous avez vu ce jeu. Bon, on dit le football rassemble, mais ça nous rassemblait dans l'imposture entre des putschistes et puis des gens démocrates, entre guillemets. Est-ce que ça peut continuer? Ça me dérangeait. C'est pour ça, à partir de cette réflexion, j'ai sorti cette intrigue, CAN, putsch, foot, du coup d'éclat au coup d'État. Et vous verrez que dans mon livre, dans mon roman, c'est d'abord un coup d'éclat, un spectacle, une belle fête. Tout le pays est réuni, rassemblé, c'est la fête, tout se passe bien. Et puis, quelques temps, après plusieurs matchs, à la veille de la finale, à partir de la demi-finale, le pays organisateur est éliminé, mais la fête bat son plein, elle continue. Le pays organisateur est éliminé. Tout ça pour dire que ce n'est pas la Côte d'Ivoire, parce que nous, on a gagné notre CAN. Donc, le pays organisateur est éliminé. Et dans cette élimination, un coup d'État intervient. Et puis, les gens de la CAF, là, ils sont bloqués. 2 ou 3 jours, la FIFA, ils sont bloqués. Ils sont traqués, terrés dans les hôtels. Chez nous, ils étaient à l'aise hein, jusqu'à la finale. Ils ont dit que c'est la meilleure des compétitions au monde. Mais dans le roman, ils étaient en difficulté et des questions se posaient. Il y avait des jeunes patriotes de la période. Il y en a qui disent ben, le football, c'est une imposture, c'est une forme de nouvelle colonisation. Il faut s'en débarrasser et puis arrêter la compétition, ça suffit. Allons-y, on n'en veut pas. Ça nous distrait, on n'arrive pas à développer notre pays, nos pays. D'autres qui disent non, le football peut être un allié, un partenaire pour avancer, pour rassembler, pour reconstruire la nation. Continuons la compétition. Et donc, voici le débat qu'il y a eu dans le livre. Donc, un peu pour rappeler comment c'est venu. C'est parti de réflexions, de débats, de la réalité. Et comme souvent, la fiction vient de la réalité. Et aussi, la réalité à venir est construite à partir de nos fictions, de nos visions et de nos réflexions. Donc, c'est tout ce mélange-là qui m'a conduit à ça.